notre première table ronde a pour objectif de répondre à la question pourquoi et comment les changements climatiques contribuent-ils à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Sans plus attendre, je laisse la parole à Laetitia Van Eekhout, journaliste au journal Le Monde, spécialiste des questions alimentaires au niveau mondial. Alors après la table ronde, une demi-heure sera consacrée avec des échanges avec la salle. Et puis n'oubliez pas, en cours de table ronde, vous pouvez tweeter pour avoir des questions qui interviendront en direct et qui seront posées en direct aux invités par Laetitia. Le hashtag, c'est Hunger and Climate. Je vous remercie. Ça marche ? Ça marche ? Bonjour. Donc effectivement, avec cette première table ronde, on va essayer de s'attacher à expliquer concrètement, aussi concrètement que possible, et à décrire ces impacts des dérèglements climatiques sur effectivement l'insécurité alimentaire et la nutrition. Comme l'a rappelé Stéphanie Rivoal, présidente donc d'ACF, aujourd'hui, effectivement, il y a déjà encore, 805 millions de personnes en proie à la faim dans le monde, mais avec sous l'effet du changement climatique, selon le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, d'ici à 2080, ça pourrait être encore en plus 600 millions de personnes supplémentaires qui pourraient souffrir de l'insécurité alimentaire. Il se trouve que je viens de rentrer d'une semaine au Burkina, une semaine de reportage avec une équipe d'ACF, où j'ai pu, j'allais dire, toucher du doigt, en tout cas prendre pleinement conscience et me rendre vraiment compte de ce que j'essaye d'expliquer dans mes papiers, effectivement, depuis quelque temps. Quand je dis toucher du doigt, pour l'anecdote, il se trouve que pas plus tard que jeudi dernier, on était encore sur Bogambé, dans la province à l'est, une province à l'est qui s'appelle la Niania, et on a été pris dans ce qu'ils appellent un vent rouge, c'est-à-dire des vents violents qui balayent le sable, la poussière et autres, au point de plonger la ville dans un noir réellement, alors qu'il était 4 heures de l'après-midi et tout ça. J'ai pu me rendre compte comment autour il y avait des bêtes qui perdaient la tête, qui tournaient en rond, et comment ça balayait vraiment complètement les sols. Et puis on s'est retombé au bout de 3/4 d'heure, 1 heure. Et puis quelques heures plus tard, on a su qu'une rumeur montait, comme quoi dans un village proche de Bogambé, il y avait un chef traditionnel qui venait de se faire introniser et que pour montrer sa force, il avait envoyé les vents. Sauf que dans les villages de cette province, en tout cas que j'ai pu visiter, les gens font parfaitement le lien entre ces événements, que ce soit justement ces vents rouges, ces sécheresses qui assèchent de plus en plus leur sol, qui durent, ces pluies qui se font attendre, qui sont de plus en plus erratiques et en même temps qui peuvent être de plus en plus violentes et entraîner des inondations. Et finalement, ils font le lien entre ces événements et ce qui leur arrive. Et ils décrivent parfaitement, quand on parle avec eux, ce que ça entraîne, que ce soit effectivement ces vents qui rasent le rare couvert végétal qui reste encore sur le sol, qui ensablent complètement les cultures, quitte à effectivement parfois complètement les détruire alors qu'elles commencent à prendre. C'est effectivement ces inondations qui aussi érodent le sol parce que engorgent trop rapidement le sol d'eau et autres. Et
au-delà de ça, il raconte aussi les maladies des animaux, les maladies des enfants qui se propagent, les divorces, l'exode, les maris qui s'en vont, qui abandonnent femmes et enfants. Donc ils font vraiment le lien concret entre ces dérèglements climatiques et leur vie au quotidien. Et d'ailleurs, on se rend bien compte à travers leur témoignage en quoi finalement tous ces événements extrêmes ou ces impacts du changement climatique touchent l'ensemble des facteurs de l'insécurité alimentaire, que ce soit effectivement la production, que ce soit l'accès aussi à la nourriture, parce que finalement la perte des cultures ou la baisse des rendements des cultures fatalement entraînera peut entraîner des hausses de prix et donc des difficultés d'accéder au marché à certaines denrées. Et donc vraiment c'est tous les aspects et puis aussi l'accès à la ressource et la dégradation de la qualité de la ressource, et notamment en eau. Là, on était la semaine dernière, les gens attendaient vainement les premières pluies qui ne venaient pas. Il y avait des puits qui étaient complètement asséchés. Donc on voit bien que les impacts, on les voit vraiment de façon évidente. Je pense qu'il faut aussi souligner que si ces dérèglements se font sentir un petit peu partout dans le monde, manifestement et très clairement, ils impactent avant tout et prioritairement les zones des zones très vulnérables et donc et souvent les plus pauvres. Alors, pour nous expliquer un peu concrètement donc tous ces phénomènes, on a 4 intervenants. Donc Laurent Bopp, qui est au centre, qui est directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement au CNRS, et qui a notamment, mais ça on reviendra tout à l'heure, participé au 5e rapport du GIEC. Ibrahima Koulibaly, excusez-moi, qui est complètement donc à droite, qui est vice-président du réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest. Hindou Oumarou Ibrahim, donc, qui est coordinatrice de l'Association des femmes autochtones au Tchad. Et enfin, Isabelle Austin, qui est donc représentante de l'UNICEF dans le Pacifique Sud, donc, dont le bureau, je crois, est situé à Suva, la capitale des îles Fidji. Je vous propose une chose, c'est d'organiser en 2 temps un petit peu cette table ronde. Commencer par faire intervenir, alors ça commence par les hommes et après c'est les femmes, mais c'est plus par rapport à ce qu'ils vont raconter les uns et les autres. Laurent Bopp et Ibrahima Koulibaly, qui vont déjà nous poser un bon panorama de la réalité des choses à propos de ces impacts. Et Hindou Oumarou et Isabelle Austin, elles reviendront après ensuite, plus mettront l'accent sur des populations spécifiques, spécifiques, façon de parler, que sont les femmes et les enfants. Voilà. Donc, je demande à Laurent tout de suite de prendre la parole. Alors, effectivement, vous avez participé au 5e rapport du GIEC,
je rappelle, groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Ce rapport qui a été rendu public en novembre 2014, si je me souviens bien, s'est penché, notamment, parce qu'il n'y a pas que ça, loin de là, souligner que les dérèglements climatiques auront des impacts très, très nets sur les aspects de l'ensemble des aspects d'ailleurs de la sécurité alimentaire. Peut-être pourriez-vous nous donner un petit peu les grands enseignements de ce cinquième rapport avec les projections pour le XXIe siècle, et puis nous expliquer effectivement ces impacts sur l'insécurité alimentaire. Merci. Merci beaucoup de me donner la parole aujourd'hui. Donc je vais commencer mon intervention assez courte sur quelques-uns des enseignements tirés du dernier rapport du GIEC. Et donc, par rapport aux autres intervenants, peut-être, je vais rester très global, m'intéressant finalement à toutes les régions du monde et en utilisant certains des résultats repris par le rapport du GIEC. Donc le GIEC produit un rapport qui est divisé en 3 grandes parties. Une partie sur les bases physiques du changement climatique et une deuxième partie sur les impacts du changement climatique. Et dans cette deuxième partie, dans ce deuxième volume du rapport du GIEC, on peut trouver un chapitre qui s'intéresse à l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire. Et donc c'est principalement de ce chapitre-là que je tire les résultats que je vais vous donner maintenant. Alors dans ce chapitre, il y a encore beaucoup de lacunes, et vous allez le voir par la suite. Il y a des lacunes parce que, par construction, le GIEC, pour rédiger ses rapports, s'appuie sur la littérature scientifique existante. Donc quand il n'y a pas de littérature scientifique, quand il n'y a pas de résultats scientifiques, il n'y a pas d'informations dans le rapport du GIEC. Et donc en particulier sur de nombreux pays tropicaux, sur des types de cultures de ces pays-là, on a encore peu d'informations sur lesquelles le GIEC peut s'appuyer pour son rapport. Donc je reviendrai à la fin sur certaines des lacunes, et on a besoin de combler ces lacunes, évidemment pour en apprendre plus sur l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire. Alors ma courte intervention, je vais faire 3 points finalement. Je vais revenir sur la détection, sur ce qu'on sait aujourd'hui de l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire. Je parlerai dans un deuxième point des projections, rapidement également. Et je reviendrai sur le rôle des événements extrêmes, de la variabilité climatique, parce que c'est quelque chose d'important qui est encore, d'un point de vue scientifique, très lacunaire. Alors les effets du changement climatique sur la production alimentaire se font évidemment déjà sentir, et c'est ce que dit le GIEC en s'appuyant sur à peu près une soixantaine d'études qui ont regardé les rendements, par exemple, des grandes variétés agricoles, et la façon dont ces rendements varient avec le changement climatique et avec en particulier l'augmentation des températures. Donc ce qu'ont montré les scientifiques, c'est qu'au cours des 30 dernières années, par exemple, les rendements pour le blé, pour le maïs, plutôt dans nos régions, ont baissé de 5 à 10% à cause de l'augmentation des températures. Ça s'appuie sur une publication scientifique assez récente. Dans d'autres zones, l'impact du changement climatique peut être positif, mais ces zones sont très limitées. Et donc, dans la majorité des cas, les impacts sont négatifs sur la quasi-totalité des types agricoles étudiés. Je parle ici des cultures ou de l'agriculture. Dans ce chapitre du GIEC, il y a aussi toute une partie sur les ressources halieutiques. On n'en a pas encore parlé pour l'instant. Ça fait aussi évidemment partie de cette thématique de la sécurité alimentaire. Donc, le GIEC s'appuie sur des rapports de la FAO, par exemple, et des études scientifiques qui montrent qu'il y a à peu près aujourd'hui 30% des stocks halieutiques qui sont surexploités, avec 60% des autres stocks qui, eux, sont déjà exploités au maximum. Donc on est déjà dans un état où les stocks sont exploités quasiment au maximum, les stocks de poissons. Ce que disent les scientifiques, ce qui est repris par le rapport du GIEC, c'est qu'avec le changement climatique, on peut mettre en évidence des déplacements de certaines espèces pêchées vers le nord. Alors, on a beaucoup de données dans l'Atlantique nord-est. On a des données aussi au sud de l'Australie où on voit ces déplacements, on voit l'impact du changement climatique sur la distribution de ces stocks de poissons. Donc, à la fois sur les cultures, sur les ressources halieutiques, le changement climatique est à l'œuvre et on est capable de documenter ces modifications. Deuxième point, rapidement, sur les projections du changement climatique. Cette fois-ci, le GIEC s'appuie sur des études de modélisation où on va coupler les projections du climat, température, précipitation, etc., à des modèles qui permettent de représenter les grands types de cultures, par exemple, ou les ressources halieutiques dont je parlais à l'instant. Ce que montrent les scientifiques, c'est qu'au-delà de 3 degrés de réchauffement par rapport à l'actuel, tous les types de cultures sont impactés négativement.
blé, maïs, riz, mais aussi d'autres types de cultures. Peut-être dans les impacts du changement climatique, il est important de séparer le rôle des températures, donc qui va jouer sur ces différents types de cultures, mais aussi le rôle des changements de précipitation, donc le problème du stress hydrique dans certaines régions. Et j'aimerais rappeler ici aussi le rôle de l'augmentation du CO2, du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui est une des causes principales du changement climatique, mais qui, dans certains cas, peut aussi favoriser ou fertiliser certains types d'espèces. Donc, le système est compliqué, des augmentations de température, des changements de précipitation et d'autres impacts comme celui du CO2. Si je reviens rapidement sur le CO2, ça peut fertiliser, donc dans certains cas augmenter les rendements, mais en même temps, ce qu'ont montré les scientifiques, c'est que ça pouvait diminuer les qualités nutritionnelles de ce qui est produit, par exemple en diminuant la proportion de protéines ou de certains éléments minéraux. Donc, encore une fois, quand on regarde juste la quantité totale de nourriture produite ou la qualité, on peut avoir des résultats assez contrastés. Pour revenir sur les projections, à l'échelle de 2100, donc la fin du siècle, et ça a été dit en introduction, ce que disent les scientifiques, c'est qu'on a 70% des types de cultures qui seront largement affectés par le changement climatique, avec des baisses de rendement qui pourraient aller jusqu'à moins 50% dans la plupart des cas. Un impact plus important dans les pays des basses latitudes et les pays tropicaux, des impacts potentiellement positifs dans certains endroits, mais qui seraient évidemment, par exemple dans les latitudes nord, en Sibérie ou au Canada, mais qui, évidemment, quand on intègre à l'échelle du globe, seraient largement dépassés par les impacts négatifs. Côté ressources halieutiques aussi, des impacts contrastés entre les océans tropicaux, qui seraient plutôt touchés négativement par le changement climatique, avec une baisse des productivités, et certaines zones plus au nord, où, à cause du réchauffement, il pourrait y avoir déplacement de certaines espèces ou de certains stocks exploitables vers ces régions-là. Donc encore une fois, des résultats contrastés, on a besoin d'en apprendre plus pour savoir ce qui se passe. Dernier point, pour terminer mon intervention, je reviens sur certaines des lacunes de ce qui a été présenté dans le dernier rapport du GIEC. Beaucoup de résultats sur la production, très peu sur les autres piliers de la sécurité alimentaire. On manque encore de données scientifiques sur ces piliers-là. Donc il y a eu des articles scientifiques sur les crises récentes et la variabilité des prix pour essayer de savoir comment les extrêmes climatiques avaient pu impacter ces variabilités, mais on a encore très peu d'indications sur ce qu'il y a au-delà de la production et pour les projections en particulier. Peut-être une des grandes lacunes des projections, c'est la façon dont la variabilité climatique affecte la sécurité alimentaire. Alors d'un point de vue climatique, c'est déjà compliqué. Le GIEC dit, ou les scientifiques disent, qu'avec le changement climatique ou les dérèglements climatiques, on s'attend à plus d'extrêmes climatiques, plus de vagues de chaleur, plus d'événements précipitants intenses, plus de sécheresse, et ces événements, évidemment, ont un rôle très important sur la production alimentaire et donc sur la sécurité alimentaire. D'autres types d'événements, on parlait tout à l'heure de l'événement El Niño, ENSO, qui cette année s'annonce assez important dans le Pacifique Ouest, avec des répercussions importantes, par exemple, sur les pêcheries et sur les ressources halieutiques. Encore une fois, beaucoup d'incertitudes scientifiques. Cet événement El Niño, c'est un événement naturel, et aujourd'hui, on n'est pas capable de dire si le changement climatique va conduire à une augmentation de l'intensité de ces événements ou à une augmentation de la fréquence de ces événements. Donc, ce n'est pas toujours facile de relier changement climatique et dans certains cas, sécurité alimentaire. Enfin, je reviens peut-être sur les cyclones tropicaux aussi, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Il y a des résultats scientifiques qui montrent qu'avec le changement climatique, on s'attend effectivement à une intensification, une augmentation de la fréquence de ces événements. Donc dans certains cas, on a les résultats qui permettent de relier dérèglements climatiques, événements extrêmes, cyclones, sécheresse, vagues de chaleur et sécurité alimentaire. Voilà, je vais conclure ici en rappelant qu'on a encore beaucoup de lacunes au niveau scientifique, mais que les liens sont démontrés, et c'est ce qu'il y a dans le dernier rapport du GIEC. Eh ben, merci beaucoup, je pense que c'était parfaitement clair et on va avoir l'occasion effectivement de revenir un petit peu sur ça. J'appelle tout de suite Ibrahima Koulibaly. Vous voulez bien aller parler à la tribune, s'il vous plaît. Vous êtes donc non seulement vice-président du ROPA, mais président de la coordination des organisations paysannes du Mali, et avait été nommé en 2014, année de l'agriculture familiale, donc ambassadeur spécial pour l'année 2014, qui donc a été l'année internationale de l'agriculture familiale.
l'accent mis sur l'agriculture familiale est important. Et je crois qu'il faut rappeler que l'agriculture familiale, c'est un chiffre qu'on a tendance un peu trop à oublier. C'est-à-dire les petits paysans fournissent 80% des besoins alimentaires mondiaux. Ils répondent, oui, c'est ça, ils répondent à 80% des besoins alimentaires. Ils produisent 80% d'alimentation mondiale. Et par ailleurs, notamment en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est et dans ces pays-là, ça représente, ça fait vivre 75 à 80% des habitants de ces pays. C'est dire si le rôle essentiel que joue effectivement l'agriculture familiale, les petits paysans. Ibrahima, finalement, est-ce que l'enjeu de l'adaptation finalement au dérèglement climatique n'est-il pas d'autant plus grand pour ces petits agriculteurs, cette agriculture familiale, qui n'ont pas finalement les mêmes moyens que les grandes exploitations de faire face à ces dérèglements climatiques et qui en même temps pourtant suivent un mode agricole qui est plus respectueux, j'allais dire, que nos modèles du Nord pour la planète, pardon. Merci beaucoup. Bonjour à la salle. Je vais peut-être pas revenir sur des choses que tout le monde sait sur cette question des changements climatiques et de leur impact sur le secteur agricole en général, mais essayer de vous illustrer à travers ce que j'ai vécu et ce que j'ai continué à vivre, comment cette question des changements climatiques se vit au quotidien. En 1973, j'avais 7 ans et je venais d'être recruté à l'école primaire quand notre région, le Sahel, a été frappée par la pire des sécheresses que l'histoire ait jamais vue. Je me rappelle qu'à l'époque, on avait une saison froide qui commençait en novembre et qui finissait en février, qui permettait, après la saison des pluies, la repousse de certains types d'herbes résistantes qui étaient broutées par le bétail pendant 3 ans, qui continuaient à renforcer sa résistance pour affronter les autres 7 mois de sécheresse à venir. Et il y en avait... Donc cette saison froide, il faisait très très froid, je me rappelle, parce que j'ai vécu ça dans ma chair, elle n'existe plus aujourd'hui. Nous, on portait des vêtements en laine de mouton du Sahel pour aller à l'école parce qu'il faisait très froid. Mais aujourd'hui, nos enfants n'ont plus besoin de vêtements de laine parce que simplement la saison a disparu. Donc ça, c'est pour la saison des pluies. En 1973, effectivement, nous avons connu cette pire sécheresse qui s'est perpétuée pendant plusieurs années, parce que jusque dans les années 80, on a continué à avoir des répliques de cette sécheresse qui ne permettaient pas aux mil, sorgho et à toutes ces cultures vivrières de boucler leur cycle végétal. Nous étions obligés de faucher le mil qui n'avait pas fait d'épi pour nourrir les animaux. Donc ça a créé des situations d'insécurité alimentaire telles que notre région a été la région où on déversait de l'aide alimentaire, c'est-à-dire le sorgho rouge des États-Unis qui était utilisé comme aliment du bétail, était envoyé dans notre région pour nourrir les hommes. Mais c'est pour dire que les hommes n'ont pas continué à être victimes de cette situation. Les gens se sont organisés, ont commencé à vouloir s'adapter à cette situation. Donc on a changé les pratiques, on a changé les variétés qu'on cultivait. Donc on a cherché des variétés plus actives, plus résistantes au stress hydrique. On a commencé à enfumer davantage les sols avec les déjections animales. Donc tout cela a permis effectivement à la région de continuer à vivre malgré la difficulté qui était celle de cette décennie de sécheresse qui continue encore aujourd'hui. D'une autre façon, certainement nous n'avons plus ces saisons où nous ne pouvons, les cultures vivrières ne peuvent plus boucler leur cycle végétatif, mais nous avons encore des saisons
très compliquées où au cours de la saison des pluies, qui dure 3 mois en moyenne chez nous, dans le meilleur des cas 4 mois, si ça commence plus tôt ou ça finit un peu plus tard. Donc nous avons une période agricole très très courte où nous sommes censés recevoir des quantités d'eau pourtant qui peuvent être importantes, souvent même extrêmement importantes quand nous avons des inondations. Mais ces inondations, effectivement, viennent encore aggraver la situation parce que justement détruisent les cultures, détruisent les sols, créent de l'érosion, détruisent les pâturages. Donc tout cela, effectivement, nous continuons à le vivre encore aujourd'hui. Donc la question des changements climatiques pour nous, ce n'est pas une question. C'est une situation de vie au quotidien que nous continuons à subir chaque année. Pour vous dire que l'année dernière, sur 1 hectare de maïs que j'avais semé, à la période optimum, je n'ai récolté qu'un sac de 100 kilos de quelque chose qui était juste bon pour être donné aux poules. Ce n'était pas des graines, c'est-à-dire c'était quelque chose qui n'était pas mangeable. Donc ça, c'est des choses que nous vivons. Et nous sommes obligés de prendre tous les jours des décisions extrêmement importantes. Moi, j'ai vu au bord d'une forêt, une forêt classée, qui est un réservoir très important pour nos animaux. C'est-à-dire nous avons les animaux pour brouter les l'herbe dans ce... Mais cette forêt vient d'être privatisée, justement dans le cadre justement de ces programmes, disons, d'arrêt de la déforestation. On a donné la forêt à un opérateur économique très riche, qui aujourd'hui interdit aux communautés d'envoyer, qui nous interdit d'envoyer nos animaux dans la forêt. Donc, ça veut dire que les communautés, quand elles sont vulnérables, quand on a une sécheresse, une inondation, et qu'on n'a pas une récolte suffisante pour se nourrir, qu'est-ce que nous faisons? Nous coupons du bois pour faire du charbon. Et donc, c'est ça qui alimente. Et je vous dis, il n'y a aucune politique. Je ne pense même pas que si les décideurs politiques ont conscience, c'est-à-dire de la gravité de la situation dans laquelle les communautés vivent, parce qu'il n'y a aucune concertation pour essayer de comprendre. Comme vous faites, par exemple, en tant que journaliste, d'aller au contact des communautés pour les écouter, pour voir quelles sont leurs difficultés au quotidien, comment ils vivent ces saisons chaotiques qui se succèdent d'année en année, et essayer de trouver des solutions durables. Donc les gens sont dans une situation de vulnérabilité qui font que dans leur champ, ils coupent des arbres. Les arbres qui sont là, qui leur permettent justement à ces sols de se maintenir un temps soit peu quand il y a des inondations, sont coupés pour faire du bois, pour être vendus justement pour pouvoir se nourrir. Donc je dis, la question des changements climatiques, peut-être qu'on peut continuer à espérer que la réunion de Paris va donner peut-être des résultats. Mais moi je suis persuadé qu'il faut trouver un plan B. Quel est le plan B des mouvements sociaux par rapport à cette question? Parce que moi je pense que la révolution viendra par le bas. Si nous voulons faire quelque chose, il faut que nous trouvions nous-mêmes nos solutions. Mais il ne faut pas qu'on continue à compter trop sur la politique. Je vous remercie. Merci. Justement, mais vous allez pouvoir... peut-être qu'on va prendre un micro. Puisqu'on en a que deux, je vous laisse en fonction... J'ai peut-être vous relancer justement... vous faire poursuivre un petit peu sur ces questions. Comment finalement permettre... on a le sentiment que finalement dans les négociations sur le changement climatique, justement ce vécu au quotidien des communautés, la réalité de cette petite agriculture, entre guillemets, cette agriculture familiale, elle est ignorée, quoi. Elle n'est pas présente. Comment pourrait-on justement permettre une meilleure prise en compte dans les négociations de ces réalités? Merci. Je pense que de toute façon, la société civile fait déjà tout ce qu'elle peut. Il y a des mobilisations, il y a des campagnes de lobbying, des plaidoyers. On parle beaucoup au sein de la société civile, des mouvements sociaux, de cette question des changements climatiques et de leur impact sur les communautés. Et surtout des risques. Parce que ça, il faut qu'on le dise. Les gens continuent à dire, oui, dans 50 ans, quand des îles vont disparaître, on va avoir des réfugiés climatiques. Mais il y a déjà des réfugiés climatiques. Là où moi j'habite, le projet de tous les jeunes, c'est d'émigrer en Espagne. Tous les jeunes veulent partir. Et il y a des milliers qui se noient chaque jour dans la Méditerranée, mais ça ne dissuade pas les autres de vouloir partir. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Parce qu'ils savent qu'il n'y a aucun avenir. Si nous restons dans cette situation, il n'y a aucun avenir pour leur région.
Donc c'est pour ça que les jeunes veulent fuir le Sahel. Si vous regardez toute cette bande sahélienne aujourd'hui est déstabilisée par tous les trafics, drogue, armes et guerre de soi-disant de religion, mais qui n'ont rien à voir avec la religion bien sûr, ou comme vous le savez. Donc tout cela est dû à quoi? Parce que la région est devenue une région où il est presque impossible de vivre, où les politiques publiques ignorent. C'est-à-dire que l'aide publique est un alibi soi-disant, on dit qu'on est en train d'aider les pays, mais on aide une poignée de politiciens corrompus dans les villes. Donc moi je dis, c'est pas ça la solution. On ne trouvera pas la solution à ce niveau. Mais nous-mêmes en tant que mouvements sociaux, en tant qu'organisation paysanne, nous sommes en train de développer des alternatives. Mais avec les moyens faibles que nous avons, les pratiques d'agroécologie, nous sommes en train de créer des écoles pour former les paysans, pour qu'ils soient en capacité de comprendre des techniques qui peuvent les permettre d'être encore plus performants, même quand il ne pleut pas suffisamment. Quand il y a inondation, comment rebondir, comment faire pour initier des activités, disons, qui vont permettre de compenser, comme le maraîchage ou d'autres activités, quand nous avons une mauvaise récolte pendant la saison des pluies. Donc tout ça, ce sont des choses concrètes qu'il faudrait renforcer. Mais les politiques ignorent complètement, superbement tout cela. Je pense qu'au contraire, on nous voit comme des marginaux qui, en fait, passent le temps à critiquer tout ce que font les gouvernements. Donc moi, je pense qu'il faut que les mouvements eux-mêmes commencent à développer des alternatives, à former les communautés, à être plus performantes, à échanger des données. Je pense qu'en Amérique latine, dans d'autres continents, il y a des pratiques qui sont là, agroécologiques, qui sont en train de se développer. On doit échanger tout ça pour permettre aux communautés de mieux s'adapter et de continuer à produire suffisamment pour se nourrir. Merci. Et heureusement, les échanges commencent quand même de plus en plus à se développer, justement, entre les différentes organisations paysannes ou de la société civile à travers le monde. Et, Laurent Bopp, comment vous expliquez-vous, justement, alors que les rapports scientifiques, j'allais dire, sont de plus en plus clairs, de plus en plus alarmants, et notamment ceux du GIEC, comment vous expliquez une certaine, j'allais dire, le mot va peut-être être un peu fort, mais inertie des politiques, et comment qu'est-ce qui pourrait maintenant, on se demande qu'est-ce qui peut les convaincre finalement de prendre finalement des actes forts et d'avancer sur ces questions. Comment vous analysez un peu ça? Bon, je reviendrai sur cette question peut-être en 2 points. Le premier point est lié finalement à l'incertitude et à la façon dont les scientifiques parlent de l'incertitude. Donc le changement climatique, c'est un problème compliqué. Même s'il y a des certitudes, il y a encore des incertitudes. Pas sur le lien entre l'action de l'homme et le changement climatique, pas sur le lien entre le changement climatique et ses impacts sur la sécurité alimentaire, mais il y a des incertitudes. Où est-ce qu'on sera dans 30 ans ou dans 50 ans? Et les scientifiques essayent de répondre avec les outils qu'ils ont aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et donc, oui, je pense sauf que les impacts, vous l'avez bien dit vous-même, sont déjà là. Oui. Mais ce que j'explique, c'est qu'il y a beaucoup de choses, pour l'instant, qu'on est incapable de projeter. En particulier les événements extrêmes, les événements précipitants, le cycle de l'eau, c'est difficile. Donc on a encore des incertitudes et je pense que la prise de décision politique devant l'incertitude est difficile. Et donc c'est pas parce qu'il y a incertitude qu'il ne faut pas décider, au contraire, mais on a besoin d'être capable de décider même devant l'incertitude, parce que les certitudes sont suffisamment nombreuses. Ensuite, peut-être le deuxième point est lié à la variabilité naturelle du climat. C'est qu'il y a 2 choses. Il y a cette tendance climatique qui est liée à l'action de l'homme, et par-dessus s'ajoute une variabilité climatique naturelle importante qui a toujours existé. Et donc c'est très difficile de relier un événement particulier au changement climatique anthropique lié à l'homme. C'est très difficile de dire, cette année-là, ce qui s'est passé, c'est l'action de l'homme. Et donc on a besoin, scientifiquement encore, de mieux établir ces liens entre la variabilité, les extrêmes, et cette tendance climatique. Et comme cette variabilité naturelle, elle a lieu aussi sur des échelles de temps de quelques années à la dizaine d'années, c'est difficilement compatible avec l'action politique qui doit être immédiate. Si on dit aux politiques, quelle que soit la décision que vous prenez aujourd'hui sur la réduction des gaz à effet de serre, les résultats que vous verrez, c'est seulement dans 20 ans ou dans 30 ans. Il faut prendre la décision aujourd'hui pour dans 20 ans ou 30 ans. Et ça, c'est très difficile. Merci. Je crois qu'il ne faut pas qu'on abuse du temps, si j'ai bien compris. Alors, je vais peut-être demander à mesdames d'intervenir à leur tour, puisqu'elles vont... On va revenir un petit peu sur, justement, à travers le prisme, j'allais dire, de la situation des femmes et des enfants. Je vais demander à Hindou de commencer par intervenir. Est-ce que vous voulez bien... Ouais.
Si ça vous ennuie pas. Mais vous préférez, c'est vraiment ici. C'est comme vous voulez. Oui, on n'a pas parlé des populations pastorales, mais elles sont tout aussi affectées par ces dérèglements climatiques que les petits agriculteurs, sachant que effectivement le fourrage naturel est de plus en plus rare, donc il faut le chercher ou éventuellement se sédentariser pour en faire pousser soi-même. Les points d'eau eux-mêmes sont de plus en plus rares. Et effectivement, sur le terrain, on se rend compte combien finalement ça touche tout le monde, mais combien les femmes finalement pâtissent particulièrement de ces situations. Est-ce que concrètement, à travers votre vécu, votre expérience, vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Merci Laetitia. Bonjour à tout le monde et merci aux organisateurs vraiment d'organiser ces thèmes assez marginalisés dans les négociations climat. Mais vu certains thèmes qui sont marginalisés, il y a certains sujets ou modes de vie aussi qui sont marginalisés tant dans d'autres. Je commence à dire quand on parle de l'agriculture, normalement c'est y compris l'élevage, la pêche, etc. Mais du coup, scientifiquement, les gens préfèrent parler beaucoup plus de la culture que de parler d'autres modes de vie comme l'élevage qui se trouve noyé et très marginal. D'abord, l'élevage, d'où la communauté que je viens, qui reste encore nomade à 100% des transhumains à grande échelle, vu les impacts du changement climatique. On en dépend vraiment de ces modes de vie, on en dépend de l'environnement, toujours à la recherche de l'eau et du pâturage. Je ne vais pas m'appuyer vraiment sur ces supports pour parler, c'est juste des photos qui illustrent ce que je vais dire, mais je vais parler de ce que j'ai vécu, pour ne pas s'aimer la confusion. Alors, dans ces modes de vie, les gens sont obligés de se déplacer à la recherche de l'eau et du pâturage pour nourrir les animaux. Alors, si on nourrit les animaux, c'est les animaux qui nous donnent aussi la nourriture en tant qu'être humain qui entretient ça. Et le rôle de femme dans ces modes de vie est très précieux, mais qui se trouve toujours derrière les rideaux. Parce que la femme, traditionnellement et communautairement, elle est appelée à s'occuper de ses enfants, à s'occuper des hommes, alors elle s'occupe de toute la communauté, de leur nourriture. Et c'est elle qui traite les laits, c'est elle qui vend ses laits afin d'acheter le denrée alimentaire. Mais c'est elle aussi qui part dans la brousse à la recherche des feuilles pour venir compléter l'alimentation au sein de son foyer. Et si le foyer est nourri, ça veut dire que la communauté est nourrie. Or, les hommes, ils prennent les bétails pour aller les nourrir. Et là, on voit tout de suite la différence de l'impact du travail des femmes sur la sécurité alimentaire qui est directement sur les humains, qui est sur le bétail. Mais ce rôle, il n'est pas reconnu et il n'est pas valorisé au sein même de la communauté, moins encore au niveau national ou au niveau international. Et là, ça affecte tout de suite la vie de toute l'humanité, comme vient de le dire. 80% de l'alimentation est assurée par les communautés rurales. Alors, si on prend dans le Sahel, l'économie même au niveau du Sahel est fait de plus de 40% de l'élevage. Et vous connaissez comment ça marche, mais cet élevage se trouve vraiment très marginalisé au sein de la politique au niveau régional et au niveau national, comme Ibrahim aussi vient de le rappeler. Mais la femme, elle joue aussi un rôle des activités génératrices de revenus qui comblent les débouts, dont c'est elle qui relie les marchés. Mais c'est elle qui récolte tous les aliments de production au niveau de son foyer, mais elle fait ses liens avec les communautés cultivateurs et les communautés pêcheurs dont ils se complètent entre eux. Dans la cohabitation, normalement, c'est tisse ces liens sur la sécurité alimentaire, sur l'alimentation. Et c'est là où ces relations d'alliance se créent à travers les femmes. Mais les impacts du changement climatique viennent
changer tout ça et vient mettre le travail de ces femmes beaucoup plus en danger. Il vient de parler des inondations et de la sécheresse. Alors maintenant, on fait face à des saisons au lieu d'avoir 3 saisons comme il l'a dit. Les saisons sèches beaucoup plus longues, les saisons de pluie beaucoup plus courtes, mais qui se déterminent soit par une sécheresse beaucoup sèche, comme on est dans le Sahel, et tout de suite, on se retrouve avec des pluies qui arrivent beaucoup plus fortes et qui créent des inondations. Et du coup, pour les pâturages, soit il pourrit quand il y a beaucoup des inondations, et là, on est obligé de se déplacer beaucoup plus loin. Et si c'est la sécheresse, ces pâturages, ils deviennent secs. Et là, il n'y a plus d'eau qui restait 3 à 4 mois. Maintenant, ça reste moins dû à l'évaporation de l'eau. Et là, les communautés sont obligées de transimer beaucoup plus loin pour retrouver l'eau et les pâturages. Et l'impact se retombe sur les femmes parce qu'elles vont faire les liens avec les marchés les plus proches, tandis que les marchés se retrouvent beaucoup plus loin. Et là, elles n'arrivent pas à aller vendre leurs produits. Il n'y a pas un système de conservation de ces produits pour qu'ils restent vraiment bien. Et ils pourrissent. Et les deux bouts ne sont pas reliés. Et tout de suite, on voit l'impact sur les enfants, sur les femmes qui sont mal nourries, et les hommes exodent pour dire, bon, on va ramener peut-être quelques aliments pour compléter. Mais du coup, tous les travaux restent vraiment sur les femmes. Et là, ces déplacements des plus longues transhumances créent des conflits intercommunautaires dans les cultivateurs et les éleveurs. Et ces conflits se répercutent vraiment maintenant dans le Sahel, et ça crée en plus une pression sur l'environnement et sur les ressources naturelles qui se finissent par des sévères malnutritions au niveau des personnes adultes et au niveau des enfants dans toutes les communautés. Je m'arrête là. Oui, je crois. On va revenir de toute façon un petit peu sur tout ça. Enfin, Isabelle Austin, donc je crois que ça fait 4 ans que vous êtes donc représentante de l'UNICEF dans le Pacifique Sud, clairsemée d'îles et qui sont effectivement, j'allais dire, à la fois menacées par l'élévation du niveau de la mer, mais aussi de plus en plus fréquemment, manifestement, touchées par des événements extrêmes. Il n'y a pas plus tard que... il y a encore à peine 2 mois, il y avait le cyclone Pam s'est abattu sur 22 îles balayées. Je vais tout vous dire. Vous allez nous raconter tout ça. Et, donc justement... Alors, vous êtes quand même d'UNICEF, donc votre travail porte particulièrement sur les enfants. Donc, tout en nous racontant et à travers votre témoignage, est-ce qu'effectivement vous pouvez nous expliquer en quoi ces événements ont des conséquences particulièrement lourdes pour les enfants? Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous remercie donc de me donner l'occasion de participer à votre conférence à la veille des négociations sur le climat ou la continuation et à quelques mois de la conférence de Paris. Donc, notre bureau de l'UNICEF pour le Pacifique est situé dans le Pacifique Sud, mais il couvre 14 petits pays insulaires ainsi que les territoires. Et donc, les pays avec lesquels nous travaillons représentent en fait 10 voix aux Nations Unies. Et ils sont particulièrement importants dans les négociations qui sont en ce moment en cours. Mon intervention va se concentrer donc sur notre expérience concrète dans les îles du Pacifique. Donc il y a un peu plus d'1 mois, nous avons eu le cyclone tropical Pam. Alors nous avons des cyclones tous les ans. Ça n'est pas donc une nouvelle extraordinaire. Simplement, ce qui est très important, c'est que ce cyclone est un cyclone de catégorie 5 et c'était le plus gros cyclone depuis au moins 50 ans.
Et il a touché à des degrés divers les États de Kiribati, les îles Solomon, le Vanuatu, le pays qui s'appelle Tuvalu, et dans une moindre mesure également la Nouvelle-Calédonie, que vous connaissez peut-être, ainsi que la Nouvelle-Zélande. Le cyclone Pam est considéré donc au Vanuatu comme la catastrophe naturelle la plus dévastatrice de toute l'histoire de l'archipel. Nous avons bien entendu Laurent Bob tout à l'heure, qui nous a dit que scientifiquement, désormais, nous pouvons faire le lien entre le changement climatique et l'accroissement des catastrophes naturelles. Nous n'avons pas eu que le cyclone Pam. Dans le nord du Pacifique, un mois après, nous avons eu 2 autres événements climatiques extrêmement importants, le cyclone Messac en particulier, qui a ravagé la Micronésie et une partie des îles Marshall également. Ça, c'est dans le nord du Pacifique. En tout cas, pour le Vanuatu, c'est plus de 50% de la population qui a été affectée. Évidemment, en termes de nombre de gens affectés, dans le Pacifique, nous parlons toujours de petites populations. Mais pour nous, 50% de la population affectée, dont 82 000 enfants d'ailleurs, c'est un événement extrêmement grave qui a nécessité une aide internationale très importante. Et d'ailleurs, au moment où le cyclone Pam ravageait le Pacifique, se tenait à Sendai la 3e conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophes, et il se trouvait justement que le Premier ministre de Vanuatu était à Sendai, ce qui lui a permis de se faire le porte-parole non seulement de son pays ravagé, mais aussi de tous les États du Pacifique auprès du secrétaire général des Nations Unies ainsi que de la communauté internationale. Pour ce qui est de notre sujet aujourd'hui, le cyclone Pam a ravagé jusqu'à 90% des récoltes vivrières dans les îles touchées, y compris les arbres fruitiers, les cocotiers. Dans le nord du Pacifique, on a vu des cocotiers, ce qui est extrêmement rare, des cocotiers étalés. Généralement, les cocotiers sont abîmés, mais ils résistent. Et dans ce cas précis, ils n'ont pas résisté. Dans les îles les plus touchées du Vanuatu, mais aussi aux îles Solomon, à Kiribati et à Tuvalu. Dans certaines îles des Solomon, toute la couverture végétale a été détruite et les populations ont dû donc être évacuées de leurs îles en attendant des solutions peut-être à court terme. Dans tous les cas, des dizaines de milliers de familles ont dû recevoir de l'aide alimentaire en espérant un redémarrage de leur production dans les mois qui viennent. Comme vous l'avez entendu déjà, 80% de la population du Vanuatu dépend de l'agriculture pour son alimentation, ce qui fait que l'impact sur les enfants est disproportionné. Nous avons ainsi estimé qu'au moins 50% des enfants de moins de 5 ans au Vanuatu après cet événement sont à risque de maladie et d'une dégradation de leur état nutritionnel. Les pays du Pacifique, autrefois connus comme paradisiaques, font désormais donc la une des journaux pour d'autres raisons. Vous avez ici une une sur le Kiribati qui a déjà pris des dispositions et fait des négociations avec le gouvernement de la République des îles Fidji pour avoir accès à un certain nombre d'îles qu'ils ont déjà louées, de manière à pouvoir évacuer une partie de leur population, si ce n'est pas d'ailleurs toute la population. Donc les conséquences du changement climatique sont déjà un défi maintenant quotidien pour les petits pays insulaires. Nous savons également, ou vous savez sans doute, que 4 pays du Pacifique figurent parmi les 10 pays du monde les plus exposés aux catastrophes naturelles. Et celles-ci ont tendance à être de plus en plus fréquentes et destructrices. Les pays du Pacifique beaucoup de pays du Pacifique se situent à moins de 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc ce que vous voyez en rouge maintenant, ce sont les pays qui sont à moins, dont la majorité de la Terre est à moins de 5 mètres du niveau de la mer. Lors du cyclone Pam, les vents violents ont créé des vagues très importantes. Nous avons eu donc des vagues de plus de 4 mètres de haut qui ont touché Kiribati. À Kiribati, le point le plus haut dans un seul point de l'île capitale de Tarawa est à 3 mètres du niveau de la mer et nous avons eu donc des vagues de plus de 4 mètres de haut.
Donc vous imaginez assez facilement l'état de destruction et de traumatisme que les enfants et leurs familles ont eu à vivre. À Tuvalu, toute la population est à risque de ce genre de phénomène. Et si vous voulez une sorte de comparaison, à peu près 2%, juste un peu plus de 2% de la population de France est exposée à des phénomènes côtiers d'érosion et d'inondation. Nous avons là une petite vidéo, je crois, qui va vous montrer en images et en son quelques images de ces phénomènes climatiques, mais je ne sais pas si la régie va pouvoir l'envoyer. Après, il faudra plutôt... En tout cas, voilà. Climate change is a really big issue for us, the young people and children of Kiribati. And we always ask ourselves, what is the future for us, as a people? We are the front of the front line, and we want the world to listen to what is happening to us. Our islands are really very low and narrow. But it's not only frightening storms. We've had no rain for many months, and the drinking water in a lot of our wells has become salty. You can't drink it. Most of our food and protein comes from the reef, but the rising temperatures have begun to destroy them. As young people who will be leaders of tomorrow, we're not just sitting around doing nothing. We're trying to do something about this issue. Merci beaucoup. Donc, des dizaines de milliers de familles ont perdu leur accès à l'eau, soit parce que les puits ont été contaminés, vous avez vu un petit puits sur une des îles, soit ils ont été contaminés par l'eau de mer, soit par les débris, soit parce que les installations de collecte d'eau de pluie, c'est-à-dire les toits, ont été détruits. Il faut savoir que les petits pays insulaires du Pacifique, et particulièrement les atolls, font face à des problèmes d'eau parmi les plus critiques du monde et même en période normale. Leur approvisionnement dépend de bulles d'eau douce qui flottent au-dessus de l'eau salée. Ces ressources sont donc extrêmement fragiles et très sensibles aux sécheresses ainsi qu'à la salinisation due à la montée du niveau de la mer ou aux grandes marées. Donc les conséquences dont nous sommes déjà témoins menacent de s'aggraver en raison de la destruction des récoltes causées par les sécheresses, les inondations et les tempêtes à répétition, ce qui évidemment accroît la malnutrition et l'incidence des maladies et évidemment compromet l'accès à l'eau potable. Cette situation de fait contribue également au déplacement des populations et à l'accélération des flux migratoires, comme M. Koulibaly nous l'a rappelé. Nous avons également pas mal de migrations dans le Pacifique. Donc, pour assurer la sécurité de l'accès à l'eau tout en faisant face à ces défis environnementaux, requiert que les pays utilisent toutes les ressources possibles. Les eaux de surface, les eaux souterraines, les eaux de pluie et parfois la désalinisation. Il y a peu d'alternatives, en fait, pour l'approvisionnement en eau potable dans les îles du Pacifique. Beaucoup de communautés isolées, qui sont peu ou pas du tout couvertes par les services de l'État, doivent s'organiser, en fait, pour gérer elles-mêmes et planifier de manière durable leurs propres ressources en eau, leur assainissement et leur hygiène. Isabelle, pardon. J'aurais terminé dans 2 minutes. D'accord. Merci. Les organisations, les décideurs, les experts internationaux ont certainement beaucoup à apprendre pour des stratégies mises en œuvre par ces communautés, mais ils doivent également soutenir ces initiatives locales de sécurité alimentaire et d'accès à l'eau potable. Le nombre d'enfants frappés par les catastrophes dues au climat augmente de façon exponentielle. Environ 66 millions d'enfants sont affectés chaque année par les catastrophes naturelles. Dans les 10 prochaines années, nous estimons que 175 millions d'enfants par an pourraient être touchés par des catastrophes dues au climat, ce qui se traduira notamment par l'augmentation de la malnutrition, de la prévalence des diarrhées et d'autres maladies graves.
Il est donc indispensable que les investissements dans le développement ainsi que les réponses aux situations d'urgence soient informés par des actions visant la résistance aux catastrophes naturelles et au changement climatique. Pour les enfants, 3 domaines sont prioritaires. L'accès à l'eau potable, un environnement sain et protecteur, y compris en cas d'évacuation temporaire, et la préparation des écoles aux urgences. Nous devons également soutenir des systèmes et de banques de données modernes et mises à jour sur la disponibilité de l'accès à l'eau et à l'assainissement, afin d'améliorer la planification et la prise de décision pour les actions de développement et la préparation aux urgences. Récolter l'eau de pluie est une réponse simple qui permet aux familles d'améliorer leur accès à l'eau et à l'hygiène. Trouver des solutions innovantes pour l'assainissement familial permet de protéger les ressources en eau et de réduire les maladies. Rendre les installations plus résistantes aux aléas climatiques est un impératif qui a d'ailleurs été pris en compte tout particulièrement lors de notre réponse aux situations d'urgence causées par le cyclone Pam. Finalement, prendre en compte les besoins des enfants dans le cadre des investissements sur l'adaptation et les énergies renouvelables aura des effets vertueux sur toute la société. Sécurité alimentaire, mortalité infantile réduite, amélioration du développement du jeune enfant, amélioration de la santé maternelle et meilleure qualité de l'éducation. Je vous remercie de votre attention. Merci. Alors justement, vous me disiez qu'effectivement, ce qu'on pourrait faire pour limiter l'insécurité et réduire l'insécurité alimentaire aurait tout de suite un impact sur l'enfant. Mais comment justement faire face et surtout prévenir, j'allais dire, concrètement les risques qui pèsent sur ces enfants. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous faites concrètement Je vous remercie. Donc il y a plusieurs dimensions, une dimension plus globale et internationale. Comme je le disais, les pays insulaires du Pacifique ainsi que ceux des Caraïbes ont une voix très importante aux Nations Unies dans les négociations sur le climat, mais pas seulement. Ils ont aussi une voix importante dans la finalisation des grands objectifs internationaux pour le développement durable, les SDG. Et ils ont réussi à mettre au centre des préoccupations pour l'avenir la question du développement durable ainsi que la question de la protection de l'environnement et des océans en particulier. Ça, c'est une dimension. La deuxième dimension, c'est de se souvenir et de respecter le fait, comme M. Koulibaly et les autres intervenants l'ont rappelé, le fait que les populations du Pacifique vivent sur leurs îles et chaque année font face à des événements adverses. Ils ont donc développé un certain nombre de stratégies de réponse, et ce qu'on appelle la résilience est un fait. Il faut donc construire sur ces savoirs, sur cette capacité de récupération après les événements adverses et soutenir les initiatives qu'ils prennent. Pour ce faire, il y a un certain nombre d'investissements d'infrastructures, par exemple rendre les écoles un peu plus résistantes aux phénomènes adverses, s'assurer que les toitures soient construites de telle manière qu'elles puissent continuer à recueillir l'eau de pluie, par exemple, mais aussi consulter un peu plus, et je crois que M. Koulibaly l'a bien mis en avant pour une autre partie du monde, mais écouter avec attention les propositions que les communautés elles-mêmes font, et les jeunes en particulier. Si nous voulons que les jeunes aient un avenir dans leur propre pays, il faut leur donner l'occasion de le construire, plutôt que de devoir prendre des bateaux qui les emmènent souvent vers la mort, et dans le Pacifique qui les emmènent dans des centres de rétention qui ne sont peut-être pas la solution d'avenir. Donc peut-être pour le moment c'est ça que je voudrais dire, et il y a pas mal de techniques pour l'approvisionnement en eau potable qui sont très intéressantes et qui sont développées dans le Pacifique. Le phénomène d'exode est important dans cette région est important et tragique. Il se passe de deux manières. Tous nos pays sont des archipels.
Par exemple, les îles Fidji ont plus de 360 îles et les populations qui vivent sur les îles éloignées ont tendance désormais à se rapatrier vers l'île capitale ou les îles les plus importantes où justement les services de l'État sont présents. Il est extrêmement cher pour tous ces petits pays d'assurer les services publics dans toutes les îles. Et c'est un très grand déchirement aussi pour les populations, pour les familles de devoir quitter leur île familiale. Ça, c'est un phénomène. Et le deuxième phénomène, c'est un peu comme ce que vous vivez en Afrique, dans certains pays du Sahel en particulier. Cette espèce de désespoir, cette espèce de manque d'avenir qui fait que tous ceux qui ont un peu d'éducation s'embarquent. Dans le Pacifique, c'est plutôt pour l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, mais vous avez peut-être entendu parler du fait que l'Australie n'a pas une politique migratoire particulièrement accueillante. Et donc, nous avons comme ça des phénomènes migratoires. Et ensuite, nous avons un troisième phénomène migratoire qui est entre les pays, entre les atolls qui sont les plus menacés, et les pays... comme Fidji ou Vanuatu, les îles Solomon, qui sont des pays volcaniques, si vous voulez, où les terres sont plus élevées. Et donc, on a aussi des transferts de population interpays, qui sont historiquement, qui ont toujours existé, mais qui s'accélèrent désormais. J'allais dire, dans les échanges, dans les discussions internationales et tout ça, alors je ne dis pas que tout est pris en compte, mais en tout cas le phénomène de ce qui se passe au niveau des îles du Pacifique Sud est quelque chose dont on parle. En revanche, j'allais dire concrètement, ce que vous nous avez souligné tout à l'heure, Hindou, sur ce rôle important des femmes pour nourrir la communauté. Ça, en revanche, c'est quelque chose qui est souvent tu dans les négociations, les discussions. Comment faire finalement entendre davantage cette voix, la voix des femmes, j'allais dire, et finalement poser cette question du genre sur la table, qui manifestement est assez cruciale quand même. Alors je crois que la question du genre, il faudrait le voir d'abord à notre niveau, au niveau de pays. Si on parle de la place des femmes, quelle place qu'elle a? Même si on parle de l'Europe, les femmes qui se sont battues pendant 2 années, alors en Afrique, quelle place elles ont? Est-ce qu'on va toujours continuer de donner le quota pour dire on a besoin de 30% de femmes députées ou ministres, ou bien on a besoin de 50% de femmes dans un projet? Il faudrait que le genre soit exigé, ou bien il faudrait qu'elle soit, je ne sais pas, dans une salle de réunion comme ça. Jusqu'à quand on va continuer à avoir ce genre de références pour fixer vraiment la place de la femme? On n'est pas là pour se battre, surtout les changements climatiques, surtout la nutrition. C'est une question de vie. Et la vie, je ne crois pas que si un homme ne mange pas pendant 2 jours, il sera résilient qu'une femme. Non, c'est l'équité. On vit la même chose, on boit la même eau, on mange la même nourriture. Alors, on n'a pas besoin de dire 30% de place pour les femmes, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va décider. Alors, du coup, la place de la femme, moi, je crois, elle doit être dans l'action. Comme on vient de le dire dans le discours tout à l'heure, on dit d'ici 2050, peut-être 80% de la population tchadienne sera affamée. Alors, on ne participe pas à la prise de décision, mais quand 80% seront affectés, les hommes qui sont valides, ils vont partir là où il y a la nourriture. Bon, la décision nous reviendra vraiment comme ça, facilement. Mais je ne crois pas qu'on doit attendre ça. Je sais que dans la négociation maintenant, il y a eu une proposition juste dernièrement d'insérer le genre, que tout le monde acclame, oui, c'est bon, on a besoin du genre, c'est bon, mais comment le mettre concrètement dans les textes? Comment donner la place de ces femmes-là? Si on voit déjà les négociations, il y a combien de femmes qui sont là pour négocier et il y a combien de femmes qui sont là pour défendre déjà la place de la femme?
et sur le terrain, sur le projet. Comment ça s'inscrit? Alors, je crois que la place de la femme, on doit parler en profondeur pour qu'elle ait cette action, pour qu'elle soit actrice de ce qui se passe. On n'a pas besoin d'être là pour dire on a le genre, on est deux femmes, ils sont deux hommes, et puis on va parler de cette question. Non. On doit être vraiment dans la matrice des choses. On doit être comme actrice de ce qu'on fait. Et pour cela, il faudrait qu'on nous écoute. Il faudrait que tout le monde nous donne notre place, notre valeur, et on parle, on nous écoute. On prend en considération nos solutions. De toute manière, c'est les solutions proposées par les femmes qui sont durables. On les dit toujours dans des anecdotes, c'est les meilleures gestionnaires parce qu'elles gèrent le foyer. Ben d'accord, alors donnez-nous notre place à gérer aussi les grandes parties, les grandes décisions. Si tout le monde est convaincu que ce qui est fait par la femme, c'est ce qui va être résilient, alors pourquoi les marginaliser? Si on veut sauver le monde, on doit sauver la parole de la femme, on doit sauver la place de la femme et on doit lui donner ce qui lui revient pour sauver cette humanité, je crois. J'allais dire, dans toutes ces interventions, il y a quelque chose de, j'allais dire, un fil rouge rassurant, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas qui réconforte sur le fait que les communautés, finalement, les populations n'attendent pas que finalement en haut ils se décident à s'engager, à poser des actes forts, et que sur le terrain finalement ils construisent leur propre stratégie pour faire face à ce qui se passe, à ces événements qui se multiplient, et ces événements extrêmes qui se multiplient, qui reviennent de façon récurrente, et je pense que alors maintenant, reste à ce qu'effectivement, justement, ce qui se développe sur le terrain remonte pour que ça soit pris en compte. Mais en tout cas, il y a quelque chose quand même de rassurant dans ce constat, je crois. On va peut-être proposer à la salle d'intervenir. Si vous avez des questions et vous voulez interroger nos intervenants. Personne ne... Il y en a bien qui va se lancer. Oui, alors juste une petite annonce. Je suis là au fond. Donc on va commencer par 2 tweets et ensuite on prendra 2 questions dans la salle du bas, puis une question dans la salle du haut. Voilà, merci. Alors oui, 2 questions envoyées via Twitter. Une première de Aurélie du Châtelet qui demande à Ibrahima Koulibaly comment expliquer qu'aucun gouvernement africain n'ait demandé l'ajout de la sécurité alimentaire dans le texte qui est négocié aujourd'hui. Et une autre question de Louis-Marie Poitou qui s'adresse à Laurent Bopp et qui demande des précisions sur l'impact du changement climatique sur la volatilité des prix alimentaires. On va peut-être enchaîner toutes les questions. Vous voulez enchaîner toutes les questions? Oui, prendre toutes les questions. Voilà. Donc s'il y a 2 questions. Est-ce qu'il y a là... Bonjour. Bader, référent agriculture durable ACF. Ma question s'adresse à M. Ibrahima Koulibaly. Sachant que vous êtes ici vous représentez ici l'Europa, donc le réseau ouest africain des organisations de producteurs agricoles, j'aimerais savoir à quel niveau est impliqué l'Europa dans les négociations actuellement en cours au niveau de l'Afrique, notamment au niveau de l'Afrique de l'Ouest par rapport à la préparation de la COP 21. Est-ce que vous êtes consulté au niveau sous-régional ou alors même en ce qui vous concerne au niveau du Mali, sachant que vous êtes en même temps président de la Confédération nationale des organisations producteurs du Mali. Donc en un mot, ma question se résume en celle-ci, c'est-à-dire est-ce que vous êtes consulté, impliqué dans les négociations, les discussions en cours au niveau de l'Afrique par rapport à la COP 21? Merci.
Je vois rien, moi. Où ça? Il y a une dame. Ah oui. Oui, bonjour. Je suis Ibrahim Bamoko de l'association Carigio Environnement, une ONG de défense de l'environnement basée au Cameroun. Alors, ma question, j'ai envie de dire, je ne sais pas très bien si elle s'adresse vraiment à monsieur Ibrahima, mais je vais dire, en gros, elle s'adresse un peu à tout le monde. Il a chuté tout à l'heure dans son intervention en disant que la société civile en Afrique mettait déjà en œuvre des actions concrètes dans le cadre justement de l'adaptation au changement climatique. Ça m'a beaucoup interpellé. Maintenant, la journaliste, elle a dit comment faire pour que les actions que la société civile, bref, les différentes thématiques qui sont proposées aujourd'hui soient actées dans les négociations sur les changements climatiques. Pour moi, c'est ça la vraie question. Si on part du principe que la société civile, de toutes les façons, en Afrique, elle se mobilise déjà, elle propose des solutions alternatives qui, jusqu'à présent, ont du mal à devenir des politiques nationales, certainement parce que les différentes politiques que nous avons en amont sont plus ou moins, je vais dire, corrompus. Moi, je vais le dire comme ça. Parce que tout simplement, les fausses solutions qu'ils nous proposent, sous l'impulsion justement de certains bailleurs de fonds, ont montré leurs limites et continuent d'ailleurs à le faire. Donc, moi, ma question, c'est comment, dans les négociations, on peut davantage garantir la participation de la société civile si on part du principe que, de toutes les façons, c'est elle, aujourd'hui, qui est en train de montrer la bonne voie. Je veux dire que l'une des barrières que nous, en tant que société civile africaine, nous rencontrons justement pour participer à ce processus de négociation sur les changements climatiques, c'est la barrière du visa. Ça, c'est un problème réel. Je veux dire que, nous, en Afrique, nous avons l'impression que c'est des stratégies en fait qui sont mises sur pied justement pour nous empêcher de participer à ces négociations parce que jusqu'à présent, notre rôle en tant qu'observateur, c'est de nous mobiliser auprès de nos gouvernants de manière à leur dire voici ce que nous pensons pendant que eux justement ils sont sur la table des négociations. Donc voilà à peu près. Moi, c'est ma préoccupation. Comment garantir l'effectivité de la participation de la société civile en levant justement tous les goulots d'étranglement qui existent déjà aujourd'hui, notamment la barrière du visa. Donc voilà à peu près. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question en haut? Vous ne voulez pas intervenir? Je vois rien. Ah, madame. Thank you very much. Mine is not a question, just a short comment to about the Lauren Bob information, agricultural activity, how impacted greenhouse gas emissions, and you said that there are some countries or some regions will be kind of beneficial on that. The last few years, the new scientific reports really showed us that this is really false consciousness. There's no such thing. Some North countries will be helpful. In the long time, everyone will be extremely negatively impacted. So it is better always to say that because there is some kind of ease on that, some countries will be much more beneficial on that. Thank you. Je crois qu'il faut s'arrêter là. On va juste prendre une dernière question en bas parce qu'il n'y a pas de question en haut après. Ah, il y a une question. On vous entend. Claude Mbou, je m'adresse à Ibrahim. Je voudrais savoir, en dehors de la société civile au Mali, si le gouvernement n'a pas mis en place de stratégie REDD+, comme on en parle, nationale,
pour lutter contre le changement climatique? Et si ces stratégies existent, de nous donner quelques piliers de ces stratégies de la lutte contre le changement climatique. Merci. Parce qu'en haut, personne n'est intervenu. Hello. Doreen Stabinsky from College of the Atlantic in the United States. And my question is a follow-up really on the Special Rapporteur's comment. And it's a question to Laurent. In the negotiations, we talk about a 2-degree limit. And many developing countries talk about a 1.5-degree limit. But the policies that we're following are policies and measures which are taking us to 3 or 4 or 6 degrees. And I gather that you're an author of the adaptation, so the Working Group 2 report. And I wondered if you could give us just a little bit more, maybe tell us what the differences are between a 1.5 degree, 2 degree, 4 degrees on agriculture. Because as I look at the literature, I can't even imagine what 3 degrees or 4 degrees of warming looks like on the African continent in terms of food security. And I wonder if you could give us a little bit more detail about whether we can even manage 3 degrees or 4 degrees. What does that look like in Africa? And how do we get there from here? Peut-être laisser la parole déjà à Laurent, effectivement, pour nous expliquer ces nuances entre les différents degrés et puis les autres questions qui vous ont été posées. Oui, je vais revenir sur 3 points. D'abord sur la partie, plutôt sur le commentaire, sur les effets bénéfiques. Même dans le dernier rapport de l'IPCC, on trouve encore ces phrases et ces affirmations basées sur certaines littératures scientifiques. Donc là, il faut être très précis parce que évidemment, le message porté par ces affirmations peut avoir des implications politiques importantes. Donc, dans le rapport de l'IPCC, du GIEC, est mentionné le fait qu'avec le changement climatique, certaines publications scientifiques mentionnent une augmentation dans certaines régions des surfaces qui pourraient être cultivées. Donc ça, c'est un effet potentiellement bénéfique. Ensuite, dans le cas de scénarios hauts, les plus 3 degrés, toutes les cultures, dans toutes les régions, ce que dit le rapport du GIEC, seraient négativement affectées. Donc, dans le chapitre sur la sécurité alimentaire, et ça revient un peu sur cette question-là, les différents scénarios sont un peu mélangés. Et donc on parle de 2080 et on mélange des études qui s'intéressent à 2080 dans le cas d'un scénario haut, plus 3, plus 4, plus 5 degrés, où là, ça sera négatif vraisemblablement partout, et d'autres scénarios aussi en 2080 ou 2050, où on est plutôt dans un scénario plus bas avec de l'atténuation. Donc on a encore besoin de continuer à travailler pour être capable de mieux séparer ces effets bénéfiques et non bénéfiques, très négatifs, dans le cas de scénarios avec beaucoup d'atténuation. Donc je prends note de ce point-là, et vous avez raison, maintenant il faut être capable de discuter entre les différents types de scénarios. Donc ça revient à cette deuxième question, entre qu'est-ce que c'est qu'un monde à plus 1,5, plus 2 degrés, et puis un monde à plus 4 ou plus 5 degrés. Et encore une fois, dans le rapport du groupe 2, donc sur les impacts et l'adaptation, et c'est le cas pour le chapitre sur la sécurité alimentaire, les différents scénarios sont souvent mélangés. Et évidemment, entre un monde à plus 2 degrés et un monde à plus 5 degrés, c'est pas du tout le même monde. Moi, je travaille sur l'océan, je suis climatologue, océanographe, et donc je travaille sur les impacts du changement climatique sur les pêcheries mondiales. Et ce qu'on montre, c'est effectivement des mondes très différents entre un monde à plus 2 degrés et un monde à plus 4 ou plus 5 degrés. Dans l'océan, un monde à plus 4 degrés, c'est un monde où la circulation océanique est largement modifiée. C'est un monde où en Arctique, il n'y a plus de banquise en été, donc tous les écosystèmes sont profondément affectés. C'est un monde où l'acidité de l'eau de mer décroît très fortement, et donc ça affecte les récifs coralliens. Dans un monde à plus de 2 degrés, on est capable de limiter l'augmentation de température, on est capable de limiter la fonte de la banquise en été, on est capable de limiter l'acidification des océans et son effet sur les récifs coralliens. Donc c'est des mondes complètement différents, vraiment complètement différents. Un dernier point sur le monde à 2 degrés.
Donc limiter le réchauffement à 2 degrés, donc c'est 2 degrés par rapport au pré-industriel, on est déjà à quasiment 1 degré, donc c'est limiter le réchauffement à plus 1 degré par rapport à aujourd'hui. Ça implique une atténuation très importante des émissions de dioxyde de carbone, de CO2, parce que stabiliser le changement climatique ou le réchauffement à plus de degrés, ça veut dire réduire les émissions de CO2 par rapport à aujourd'hui de 40 à 70% en 2050. Donc ce n'est pas stabiliser les émissions, c'est des réductions très importantes d'émissions. Et ce scénario à plus de degrés, c'est aussi des émissions nulles, voire négatives, à la fin du XXIe siècle. Donc c'est ça ce que ça veut dire un monde à 2 degrés. Donc c'est des trajectoires de réduction des émissions très importantes. Le monde où les émissions continuent à augmenter, c'est ce monde dont vous parliez, ce monde à plus 4, plus 5 degrés, qui ne ressemble pas du tout à celui qu'on connaît, à celui qu'on projette pour plus de degrés. Le dernier point, peut-être, la dernière question, c'était sur la volatilité des prix. Je ne suis pas spécialiste du tout de la volatilité des prix et de l'effet des événements climatiques sur la volatilité des prix. Ce que dit le rapport du GIEC, ici, en s'appuyant sur des publications scientifiques, c'est qu'au cours des dernières années, on a l'impression que la volatilité est plus grande, donc que la réponse des prix en réponse donc, à des événements climatiques a l'air d'être plus importante, plus volatile. Et donc ça témoigne peut-être aussi de l'impact d'autres effets que juste les effets climatiques, par exemple des effets de limitation des exports qui vont rendre les prix plus volatiles, par exemple. Mais il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le lien entre la variabilité des extrêmes climatiques et la volatilité des prix. Par contre, changement climatique et extrêmes climatiques, ça on commence à avoir de la science solide. Sur l'impact sur la volatilité des prix, ça reste encore à démontrer complètement. Je ne veux pas vous citer les chiffres parce que je ne voudrais pas me tromper, mais je peux signaler que Oxfam a réalisé une étude il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, précisément sur cette question de l'impact des changements et du changement climatique et les conséquences effectivement sur les prix, qui soulignait complètement le fait que on va vers une volatilité croissante des prix. Ibrahim, là, on vous avait été interpellé fréquemment. Alors, effectivement, sur les négociations, sur savoir effectivement pourquoi, notamment, est-ce que les États finalement africains ont demandé, et pourquoi ils ne l'ont pas demandé, à ce que la sécurité alimentaire figure en bonne place dans le texte des négociations. Est-ce qu'il y a effectivement une coordination au niveau régional, voire africain? Autant de questions. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur tout ça? Merci. La question du fait que les États africains n'aient pas demandé la sécurité alimentaire, je pense qu'il faut voir dans quel esprit l'Afrique aborde ces négociations sur le climat. Et si on regarde réellement, on n'a pas besoin d'être sorcier pour savoir que l'Afrique vient dans ces négociations pour chercher de l'argent. Et on ne vient pas pour véritablement se battre pour des vraies solutions qui vont régler les problèmes climatiques en Afrique. Et donc on vient en position déjà de perdants dans ces négociations. Et là, moi, je trouve que c'est vraiment une catastrophe qu'on continue à venir simplement pour quémander plus d'argent avec les pays riches. Deuxième explication, si vous regardez la situation des importations alimentaires en Afrique, c'est une situation créée. L'Afrique n'est pas incapable de se nourrir. La plupart des gouvernements au pouvoir aujourd'hui en Afrique se financent avec l'importation du riz, du sucre et un certain nombre de produits alimentaires de grande consommation. C'est ça le financement des partis politiques, parce que personne ne cotise dans un parti politique en Afrique. Et c'est pourquoi on ne peut pas atteindre la sécurité ou la souveraineté alimentaire. Donc ce n'est pas une priorité pour beaucoup de gouvernements, parce que s'ils investissent réellement dans la production alimentaire et que nous produisons plus, c'est une manne pour le financement de leur propre parti qui s'arrête. C'est triste, mais c'est la réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez dans la plupart des pays, quand il y a changement de président, un régime change, vous voyez émerger un nouveau gros importateur de riz, automatiquement. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas leur priorité, simplement. Et que, bien sûr, ils viennent aussi dans les négociations pour chercher du fric.
Donc ça, c'est par rapport à la première question. Maintenant, la coordination et les positions concertées, c'est très timide. C'est-à-dire, ça commence peut-être à se mettre maintenant en place. Hier, tout près, moi, j'ai reçu un message que la CEDEAO organise une réunion à Bamako avant la fin du mois de juin. Justement, je pense que c'est pour essayer de se concerter. Ils nous ont invités en tant qu'Europa. Donc, c'est en ce moment, je pense qu'ils démarrent un peu le processus pour voir un peu quelle va être la position. Donc, nous, on viendra avec nos positions en tant qu'organisation paysanne, avec nos priorités qui sont effectivement sur l'appui aux exploitations agricoles familiales, sur la question de souveraineté alimentaire de notre région. Donc, c'est des priorités qui nous ont toujours défendues dans les politiques de la CEDEAO et qui sont inscrites dans la politique publique. Hein. Donc, c'est la question de... Et ça va dans le sens de mon ami homonyme du Cameroun. Et c'est la question de l'incohérence qui nous rattrape toujours en Afrique. Si vous regardez la politique agricole de la CEDEAO, par exemple, elle est très claire. Elle reconnaît la souveraineté alimentaire, c'est l'objectif ultime. Elle reconnaît la place centrale de l'agriculture familiale, les petits producteurs. Mais à côté, les gouvernements individuellement font n'importe quoi. On a du mal à mettre en œuvre cette politique parce que tous les gouvernements font tout sauf ce qui est dans la politique régionale, la politique agricole régionale. Donc si l'Europe avait fait la même chose avec la PAC, je pense qu'aujourd'hui, on aurait la famine en Europe. Donc c'est ça qui est le vrai problème. La cohérence, mettre les gens ensemble, créer la cohérence, c'est le plus grand problème que nous avons en Afrique. Parce qu'on ne peut pas, même quand on a une très bonne politique, très bien faite, avec l'implication des acteurs, au moment de mettre en œuvre la politique, les gens vont dans tous les sens. Et là, je pense que tant qu'on ne trouvera pas une solution à ce phénomène de l'incohérence, moi, je pense que même, on doit sortir de certains cadres, c'est-à-dire... Être impliqué, ça ne veut pas dire qu'on est écouté. Parce qu'on est dans des schémas d'implication alibi, où on dit oui, ils sont là, les sociétés civiles, les organisations paysannes ont été là. Vous avez été dans une réunion, mais on n'a rien pris en compte dans ce que vous avez demandé. Est-ce que c'est la peine d'y aller, de continuer à aller? Moi, je trouve qu'il faut dénoncer, être en dehors, pour dire de toute façon, continuez à faire, ça va échouer, nous, on n'est pas avec vous, plutôt que continuer à aller avec eux pour qu'on nous utilise juste comme des alibis. Donc, c'est bon. Ensuite, il y avait quoi comme question? Voilà, les mécanismes RAID. Je vais vous donner 2 exemples que je connais très bien. Au Mali, il y a quelques années de cela, il y a un Hollandais qui est marié avec une Malienne, qui a monté avec le gouvernement, il avait des liens très étroits avec le pouvoir en place alors, un projet sur les agrocarburants, qui était un projet dans les mécanismes du marché du carbone. Et il a créé 2 entités distinctes. Donc une sorte d'ONG qui gère les fonds qu'il recevait, et puis une société privée pour gérer la production et la vente d'huile de pourguère que nous appelons Jatropha. Donc qui était effectivement, les paysans prennent tous les risques à travers la société privée, et lui et ses amis des politiques géraient les subventions. Est-ce que vous imaginez comment ça... Donc ça veut dire que c'est tous ces mécanismes il y a le deuxième projet, c'est... Bon, je pense que c'est le fameux... Parce que moi, quand j'ai dit ma forêt classée, je suis aux abords de cette forêt classée qui vient d'être donnée à une sorte de conglomérat, je ne sais pas quoi, politico-financier, et qui reçoit des fonds. Ils ont des avions qui volent tous les jours au-dessus de la forêt pour voir si nous ne faisons pas paître nos animaux dedans. Donc ils ont une police qui est financée par les ressources, mais ils n'ont jamais consulté les villages autour de la forêt. Ils n'ont jamais cherché à discuter avec nous. Ils n'ont jamais cherché à comprendre nos problèmes, mais ils ont reçu de l'argent. Ils ont des avions, ils ont des véhicules tout-terrain, ils ont des agents, une police privée qui surveille la forêt, ils font de l'agrotourisme, mais nous, on n'a pas le droit de faire perdre nos animaux dedans. On n'a pas le droit de couper le bois dedans. Donc c'est comme ça que ça se passe. Les communautés ne sont jamais impliquées, surtout là où l'argent doit être dépensé. On fait en sorte qu'ils ne soient jamais là. Mais on dit, oui, on fait ça. Mais je connais d'autres exemples dans le monde où on a utilisé les gens à raison de 2 € par jour pour planter, je ne sais pas moi, comment on appelle les plantes des mangroves là. À 2 € par jour. C'est ça le développement. C'est comme ça qu'on va sortir les gens de la pauvreté. Donc moi je pense que les projets de ce genre, si on veut que ça rende un tout petit peu de service, il faudrait qu'on permette aux organisations paysannes à différents niveaux de pouvoir faire leurs propres projets et qu'ils soient financés. Ils sont en train de faire du travail déjà de très bonne qualité, tout ce qu'on fait en matière d'agroécologie. Mais ça contribue à la séquestration du carbone. Ça, c'est prouvé. Ce n'est pas moi, c'est les scientifiques qui l'ont dit.
Donc pourquoi on ne finance pas des choses comme ça? Nous, on a des écoles de formation en agroécologie, mais personne ne met un centime dedans. C'est le dernier souci. Donc, ça, je pense que c'est des choses comme ça qu'on devrait financer. Mais, encore une fois, ces mécanismes-là, ce sont des mécanismes d'enrichissement d'une élite encore qui est déjà assez riche, mais ce n'est pas pour régler les problèmes des communautés. Merci. Je vais juste donner la parole à Hindou, parce que je l'ai senti un petit peu tiqué quand Ibrahim a décrit un peu l'état d'esprit des Africains qui viennent aux négociations, et pour ne demander avant tout que de l'argent. Merci pour la remarque. En fait, effectivement, moi je crois que pourquoi les Africains ne portent pas la question de la sécurité alimentaire, il faut se poser d'abord la question, il y a combien de thèmes chaque année dans les négociations internationales climat? Alors, je crois que les États jouent sur la participation des Africains. Il y a combien de personnes qui participent à des négociations? La Convention prend 2 personnes par pays. Nos pays qui sont déjà pauvres, qui ont d'autres priorités. La sécurité d'abord, ils doivent nourrir la population, ils doivent participer à combien de réunions par an? Alors, ils sont payés 2 personnes pour participer. Et les négociations, ce ne sont pas les COP. Les COP qui se passent 1 fois par an. Mais il y a les négociations intermédiaires, qui sont des négociations techniques. Mais les pays puissants, comme les États-Unis, la France, vous voyez, ils vont à combien pour négocier? 100, 200 personnes. Il y a les experts en santé, en eau, en agriculture, en n'importe quel petit truc. Alors, ils peuvent participer à toutes ces réunions et ils peuvent faire des innovations. Quand on parle de RED, on a dit RED+. Le moment que les Africains comprennent c'est quoi le concept de RED, on saute, on dit RED+. Les moments où on comprend c'est quoi RED+, on saute, on dit l'économie verte. Les moments où on comprend l'économie verte, on saute, on dit atténuation. Alors, ainsi de suite. Les 2 personnes, ils vont participer où? Les pays ont quel budget? Je crois que c'est un jeu politique, mais qui a l'économie derrière. Et ces jeux, ils veulent exclure les pays les plus pauvres afin de produire toujours l'alimentation et dire, oui, le Sahel est impacté par l'alimentation. Depuis combien d'années on parle de cette insécurité alimentaire, de ces organisations qui n'arrêtent pas d'envoyer, du sorgho rouge, qui n'arrêtent pas d'envoyer du riz dans nos pays pour dire qu'on est affamé. Alors, si on fait les bilans, on recule, on dit ça va augmenter encore de 600 millions. Est-ce qu'on est en train d'avancer ou de régresser? C'est un jeu vraiment politique. Il faut donner aussi aux Africains leur espace, leur place pour qu'ils puissent participer à toutes ces négociations. Il faut leur donner le temps de comprendre tous les sujets, de proposer leurs solutions et comme ça, ils vont voir leurs priorités. Maintenant, si la sécurité alimentaire n'est pas portée par les pays africains, pas parce que ce n'est pas une priorité, sinon ils ne vont pas faire les programmes chez eux, mais parce qu'ils n'ont pas ce temps de comprendre. On n'a pas des experts dans toutes les matières et on n'a pas des gens qui peuvent participer à toutes ces négociations afin de porter cette question. Et si maintenant on laisse la question de l'agriculture aux pays du Nord qui vont nous développer des fausses solutions, qu'on les appelle, qu'on va parler de ça dans d'autres panels, que des accaparements de terre, d'agrocarburants et d'autres, c'est pas ça ce qu'on veut. Alors, si on laissait les experts de l'agriculture, des paysans, des éleveurs qui portaient ces questions-là au niveau des négociations, mais on va porter les vraies solutions qui vont sauver le monde, mais les pays du Nord ne vont pas aimer parce que ça va casser leur économie, qui vont importer les marchandises chez nous en Afrique. Alors, c'est ça qui me contrarie un peu dans ces négociations. Merci. Merci.